Amis de l'informatique, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, dans la mesure où, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vais bientôt prendre ma retraite, mais quel est mon travail professionnel, celui qui me fait vivre? Je suis senior software architecte, c'est ce qui est marqué sur mon bulletin de paye. Et même si j'ai toujours tenu, et tiens toujours, à bien séparer mon activité professionnelle de Sirob, qui n'a rien à voir, j'ai quand même pensé que ça pouvait être intéressant de déjà savoir un petit peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, en quoi consiste ce travail, mais aussi vous montrer un petit peu, toutes les professions, les rôles qu'il y a besoin pour, développer et maintenir tous ces sites internet ou ces applications, ces fameuses apps que vous avez sur vos téléphones, que vous utilisez tous quotidiennement, comme moi d'ailleurs, et qui nous sont devenus quasiment indispensables. Donc à la base, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai une formation d'électronicien, même si l'école que j'ai faite avait aussi des cours d'informatique un petit peu, mais enfin bon, c'était un petit peu au début, c'était dans les années 80. Mais voilà, bon, j'ai depuis 40 ans basculé dans l'informatique, même si j'ai continué à faire de la conception de systèmes électroniques, soit pour moi, soit pour des chercheurs avec qui je travaille depuis très longtemps. Enfin donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors déjà, un petit avertissement, je vais utiliser pas mal de termes en anglais. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, maintenant vouloir faire de l'informatique ou de l'électronique sans un minimum d'anglais technique, c'est même pas la peine. Même pas la peine, c'est fini, les datasheets moitié anglais, moitié français, ça n'existe plus. Même s'il y a des docs, des fois, qui sont ou des tutos en français sur l'informatique, au niveau même des termes qui désignent les choses, on continue d'utiliser dans la plupart du temps des termes anglo-saxons. Donc c'est pour ça que plutôt que d'essayer d'utiliser des termes français qui sont des traductions approximatives, voire des fois il n'y a même pas de termes vraiment qui expliquent, je vais les utiliser dans cette vidéo. Je les traduirai, ou du moins je les expliquerai de façon à comprendre. Et je pense que si certains d'entre vous sont tentés par ces professions, ça sera quand même une approche plus simple que d'essayer de donner des termes français qui correspondent pas à grand chose. Enfin voilà, donc c'est pas la peine d'aller me mettre plein de commentaires en disant patati patata. Si jamais ça vous dérange, ce que je peux comprendre, encore une fois, personne ne vous oblige de regarder mes vidéos. Alors là, je vous laisse faire un arrêt sur image si ça vous intéresse, mais je me suis amusé à demander à l'IA Gemini, ex-Bard, de définir le travail d'un architecte logiciel, un software architecte, et je pense que la description est quand même relativement pertinente. Et j'ai aussi demandé à ChatGPT de le faire, qui est une autre IA, et ça se complète pas mal, mais voilà. Donc je vous laisse faire des arrêts sur image si vous voulez les lire, mais honnêtement, je trouve que la description est relativement pertinente. Maintenant, pour bien comprendre un petit peu tout ça, ce que je vous propose, c'est que on va faire un projet, une expérience de pensée, comme on appelle ça. C'est-à-dire, on va imaginer qu'il y a une start-up qui veut mettre en place un site, qui s'appellerait, vous trouvez ce nom-là comme n'importe quel, ShareComp. Et l'idée, c'est de faire un site qui permet aux amateurs de tenir la liste de leur stock de composants électroniques et éventuellement de les échanger. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on va voir un petit peu comment, à partir de cette simple idée, il faut œuvrer pour, à la fin, avoir une solution. On va voir un petit peu tous les métiers, tous les rôles qui sont nécessaires et un petit peu le déroulement. Donc au début, il y a des gens, on les appelle différemment, encore une fois, mais chez nous, on appelle ça des product managers, des gens qui sont pas forcément techniques, mais c'est eux qui vont définir le service proposé à court, moyen et long terme, sachant que généralement, on fait ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire qu'on propose une première version qui est éventuellement avec toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer, et qui permettent déjà de démarrer, et puis aussi, après, on appelle un petit peu l'approche agile, c'est qu'en fonction des demandes, des retours, on adapte, même si dès le début, on a quand même généralement une vision un peu globale. Donc ça, c'est le product manager qui va définir ça. Il va aussi, bien sûr, définir un modèle économique, j'en reparlerai en fin de vidéo, mais tout ce développement et ces systèmes, ça coûte cher. Et ça coûte cher, et donc il faut bien que quelqu'un paye. Donc il y a plusieurs modèles économiques. Alors ça ne veut pas forcément dire que le site va être payant, mais ça veut dire que s'il n'est pas payant pour les utilisateurs, il sera payé par la pub ou des partenariats ou quelque chose. Enfin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc ça, c'est aussi le product manager qui va définir ça. Et il va aussi estimer le nombre d'utilisateurs, parce que selon justement le modèle économique, selon le nombre d'utilisateurs,
bah, on comprend bien que voilà, ça joue. Et puis au niveau de l'architecture, on met pas forcément en place les mêmes solutions si on sait qu'à la fin on va avoir pas plus de 5 ou 6 000 utilisateurs max, que si on en a des millions, voire des milliards. C'est l'architecture de Facebook, par exemple, elle est conçue pour avoir des milliards d'utilisateurs, alors que c'est pas le cas forcément d'un petit site comme ça. Il faut noter aussi que à droite, là, je vous ai mis les rôles. En fait, on va lister un petit peu tous les intervenants. Et donc, alors c'est pas forcément des gens, parce que dans certains cas, la même personne peut avoir plusieurs rôles. Mais enfin, voilà. Là, on voit déjà un premier rôle qui est le Product Manager. Donc, c'est là déjà que va rentrer en lice l'architecte logiciel. Qu'est-ce qu'il va faire, cet architecte logiciel? Bah, il va, par rapport à ce qui est proposé par le Product Manager, il va chercher des solutions techniques d'hébergement. En effet, généralement, je veux dire, à moins que ce soit une application dite on-premise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation dans Internet, hein, ce qui est rarement le cas maintenant, il va chercher donc une solution. C'est-à-dire, en gros, ce qui dit un site Internet, qui dit des apps qui échangent des données avec Internet, ça veut dire que quelque part dans cet Internet, il y a des serveurs, il y a des bases de données, il y a des tas de choses comme ça. Donc là-dessus, l'architecte, il va regarder une ou plusieurs solutions. Alors, ce qu'on appelle des clouds publics ou privés, par exemple. Il y a des fournisseurs comme Azure de Microsoft, comme AWS d'Amazon, enfin, il y en a d'autres. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de solutions. Soit on peut louer, par exemple, ce qu'on appelle une machine virtuelle, c'est-à-dire juste un ordinateur hébergé chez quelqu'un, et derrière, on va tout manager dessus, c'est-à-dire faire gérer les mises à jour, les softs et tout. Ou alors, on a maintenant des solutions, par exemple, qu'on appelle serverless, où on se contente de dire, voilà, en gros, on fait le code qui nous intéresse, et tout le reste est géré par l'hébergeur, en fait. Donc voilà, selon ces solutions-là, elles ont des complexités, elles ont des avantages, des inconvénients, et donc c'est l'architecte qui va choisir ça. Il va faire donc ce qu'on appelle des diagrammes d'architecture, hein, qui vont montrer les différents éléments, des diagrammes de flux, qui vont montrer les différents échanges entre ces éléments, etc. Ensuite, il peut aussi proposer les technologies et les frameworks. Quand on fait des applis ou des choses comme ça, on part pas de zéro, on réécrit pas tout. De plus en plus, on va utiliser ce qu'on appelle des composants, des frameworks. Hein. Alors, c'est quoi un framework? Un framework, c'est basiquement une sorte de canevas, hein, c'est comme ça qu'on peut un peu le traduire. C'est-à-dire une sorte de base qui peut un peu tout faire, et derrière, on la complète de façon à ce qu'elle puisse rendre le service qu'on veut. Et là, donc, il y a plein de technos, il y a plein de frameworks. Il y a, par exemple, on fait un site internet, il y a ce qu'on appelle le front. Le front, c'est ce que vous allez voir. C'est le code qui éventuellement s'exécute dans votre navigateur, qui va faire un petit peu l'intelligence de la page. Il y a ce qu'on appelle le back. Le back, c'est tout ce qui va être le stockage des données, les réponses à des requêtes. Si on fait une app mobile, est-ce qu'on veut la faire sur iOS, sur Android, sur les deux? Pareil, il y a des outils pour faire ces apps mobiles. Voilà. En même temps, il y a aussi des grandes familles, et puis aussi des modes, hein, faut dire ce qui est. Il y a des technologies qui vont, qui viennent, voilà, pour faire tout ça. Donc, encore une fois, l'architecte va éventuellement étudier un petit peu tout ça et proposer un ou plusieurs outils pour pouvoir faire l'application. Ensuite, là déjà, c'est un truc ça qui est très important, c'est que dans notre système, on voit qu'on va être obligé d'avoir par exemple des abonnements, c'est-à-dire gérer des utilisateurs, et d'ailleurs en fait des utilisateurs qui vont s'identifier, qui vont créer un compte, de façon à ce que on puisse les relier à leurs données. Comme ça, quand vous vous connectez, vous dites voilà, moi je m'appelle Philippe, je vais voir les composants de Philippe. Je ne vais pas voir forcément les composants de Toto, sauf s'il autorise de les partager. Donc il y a tout ça, la gestion de l'identification par mot de passe ou autre, et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est pareil, il y a plusieurs solutions qui coûtent plus ou moins cher, qui sont plus ou moins complexes. Donc à lui, là, l'architecte aussi, de choisir ça. Il y a quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle la qualité de service. En gros, souvent on appelle ça, entre autres, le SLA. Un SLA, ça veut dire Service Level Agreement. C'est en gros, est-ce qu'on accepte que de temps en temps, il y ait des pannes ou pas? Voilà. Si je veux, par exemple, que mon application elle marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec jamais de panne, ça va coûter très cher. Si par contre, j'accepte que de temps en temps, il y ait une petite panne, un truc comme ça, et dire, au pire, voilà, le machin marche pas pendant 2 heures, c'est pas très grave, en fait, voilà. Donc ça, ça va me permettre de savoir si, justement, le niveau, on va dire,
de fiabilité des services, sachant que plus on s'approche de 100%, plus ça coûte cher. Là, je vais avoir des bases de données, donc est-ce que je les sauvegarde? Bah oui, il y a un crash, donc j'ai éventuellement des copies. Il y a ce qu'on appelle la géoréplication. Est-ce que je veux ça? C'est-à-dire, est-ce que je veux mettre toutes mes données dans un même serveur au même endroit, ou je veux en faire des réplications à des endroits différents? Il était arrivé il n'y a pas longtemps chez un hébergeur très connu, il y a eu un incendie, et les gens qui n'avaient pas pris ces options de géoréplication, bah, si le serveur a brûlé, ils ont tout perdu, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important, mais qui bien sûr a un coût, rajoute de la complexité. Je prends le risque de ne pas faire ça, ou... Encore une fois, tout ça, ça s'étudie, il n'y a pas de réponse, faut faire ou faut pas le faire, quoi. La sécurité, maintenant, c'est devenu quelque chose d'hyper important dans les applications, dans la mesure où, bah, comme moi, vous savez qu'il y a toujours des attaques de hackers, de trucs comme ça, et c'est hyper important d'évaluer la sécurité. Et pour faire ça, généralement, l'architecte, généralement, il est déjà pas mal formé, mais éventuellement, on peut faire appel à, enfin, on vous appelle les spécialistes security, des fois des security champions, enfin, il y a plusieurs noms, qui vont, dès le départ, regarder si déjà la solution proposée répond aux impératifs de sécurité qui sont... voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. La sécurité, c'est quelque chose que on doit toujours gérer dès la conception du système. On fait pas un truc, puis on dit à la fin, tiens, je vais rajouter de la sécurité. Ça marche pas comme ça, sachant que maintenant, il y a des bonnes pratiques, il y a des règles de base, il y a des tas d'attaques qui sont connues dans le principe. Donc, dès le début, on peut utiliser, c'est comme par exemple la façon de stocker les mots de passe, de les chiffrer. Voilà, il y a tous ces trucs-là à voir. Alors maintenant, il y a un truc qui est important. Mon site, je vais donc créer des comptes. Je vais stocker des données d'utilisateurs. Et là-dessus, il y a maintenant des lois. Il y a le fameux RGPD, le Règlement Général sur la protection des données. En anglais, c'est GDPR. Ça, c'est aussi très important dans la mesure où il faut que je puisse justifier. Si je garde, par exemple, votre adresse, il faut que je puisse dire pourquoi je la garde et qu'est-ce que je vais faire avec. Et si en plus je décide de l'utiliser pour faire de la pub, par exemple, ou pourquoi pas même de la communiquer à des tiers pour faire quelque chose, ben c'est quelque chose que je dois indiquer. Par exemple, sur les sites internet, quand vous avez tous ces cookies, là, avec les trucs qui vous demandent est-ce que vous acceptez les cookies publicitaires, en gros, c'est est-ce que vous acceptez de partager vos données avec d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de vérifier ça. Il y a les fameuses CGU. Alors, c'est quoi les CGU? C'est les conditions générales d'utilisation. À chaque fois que vous allez sur ces sites ou sur ces apps, vous avez tous vu que vous avez cette page-là, interminable, que personne ne lit jamais, et qui explique, en gros, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour que le gars qui héberge vos données n'ait aucune responsabilité, il vous devra rien si ça crache, enfin, ou quelque chose, et ainsi de suite. Enfin, voilà, donc ça, c'est les conditions d'acceptation. Alors c'est vrai que c'est généralement fait dans un langage juridique par des juristes, et c'est vrai aussi que, comme beaucoup, généralement on les lit pas, on fait OK, et c'est quand il y a des problèmes qu'on s'aperçoit qu'on aurait dû les lire, mais enfin bon. Comme de toute façon, souvent, c'est même pas vraiment un choix, c'est on fait OK ou on prend pas la solution, quoi. Enfin bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo de parler de ça, mais c'est quelque chose qu'il faut s'occuper. Et bien sûr, donc il va y avoir ici beaucoup d'échanges entre le software architecte et le product manager. De toute façon, vérifier que les solutions techniques proposées soient compatibles avec l'offre, qu'au niveau du prix, ça colle. Il arrive des fois que les projets s'arrêtent à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, par exemple, à trouver des solutions qui coûtent, je veux dire, à un prix qui est compatible avec le marché imaginé. Et ça sert à rien de continuer. Je veux dire, si voilà, ça sert à rien que je demande de commencer à construire Versailles si j'ai que le budget pour faire un pavillon de banlieue. Voilà, je me lance pas à fabriquer un château. Voilà. Donc là, on voit au niveau des rôles qu'on est déjà rendu. Donc le product manager, l'architecte, le spécialiste de la sécurité, le consultant éventuellement légal. Alors ensuite, il va falloir le développer ce projet, c'est-à-dire qu'il va falloir écrire le code, alors ça peut être donc le code du front, pourquoi pas du JavaScript ou autre, qui va être fait pour gérer l'interface, ça va être le code pour gérer les connexions, les bases de données, ainsi de suite. Et donc là, généralement, alors il y a plusieurs façons maintenant de gérer ces équipes de développement. Alors il y a ce qu'on appelle la méthodologie agile, qui est maintenant assez utilisée, mais pas forcément.
Voilà, enfin bon, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais enfin ça c'est pas forcément le software architecte qui décide de ça, bien qu'il peut donner un avis, mais plus souvent, ça va être, je dirais, par la structure, la start-up ou la société qui gère ça. Donc souvent, on va faire une ou plusieurs équipes, donc qui contiennent souvent, alors il y a deux sortes, il y a un peu ce qu'on appelle les lead dev et les devs. C'est quoi un lead développeur? C'est un développeur qui généralement est plus expérimenté, plus de connaissances que les autres, et qui va être un petit peu le mentor technologique de l'équipe, sachant que souvent, c'est des devs qui deviennent lead dev avec le temps, parce que ben, voilà, ils évoluent. Ensuite, il y a quelque chose, alors c'est pareil, là, en agile, des fois on appelle ça un product owner, mais ça peut avoir différents noms. En gros, ça va être un petit peu celui qui va avoir ce rôle de ce qu'on appelle un maître d'œuvre. C'est-à-dire que généralement, il va faire ce qu'on appelle un backlog. Un backlog, c'est quoi? Ben, c'est une liste. En gros, c'est une sorte de liste de tout ce qu'il y a à faire, qui est, par exemple, c'est pareil, ça dépend des méthodes, mais en Epic, c'est des gros trucs. C'est par exemple dire, je vais gérer la connexion, je vais gérer la page d'accueil, je vais gérer des trucs comme ça. Et derrière, chaque Epic, avec l'équipe, voilà, c'est, alors des fois on utilise le terme de jardinage, hein, qui est grooming en anglais, hein, qui va dire, bah, on va regarder plus en détail, puis découper les choses qu'il y a à faire. Par exemple, bah, voilà, faut que je fasse déjà une API, un point d'entrée qui fait quelque chose, une fonction qui fait ça. Et voilà, donc ça va être défini, ça va être éventuellement évalué, alors pas forcément en temps forcément, mais aussi en complexité. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs systèmes, mais voilà, ça va être un petit peu en gros, c'est la liste de tout ce qu'il y a à faire, qui est par les équipes. Alors les développeurs, de plus en plus maintenant, quasiment tous, hein, ils utilisent ce qu'on appelle des contrôles de source. Alors c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a un endroit qui généralement d'ailleurs n'est pas local. Maintenant, c'est souvent sur des serveurs comme GitHub ou autres qui sont stockés sur Internet, qui vont garder en gros tout le code qu'ils écrivent, et ça permet aux développeurs de le partager et de travailler ensemble. Et alors l'idée souvent, c'est ce qu'on appelle des pull requests, c'est-à-dire quand un développeur fait par exemple une nouvelle fonction, il va la tester en local chez lui, enfin voilà, et quand il pense qu'elle est OK, il va faire ce qu'on appelle un pull request. Et en gros, il va proposer sa fonction, et généralement, alors, il y a des règles qui disent que par exemple, il y a d'autres développeurs, ou au moins le lead dev, ou des tests automatiques, enfin, il peut y avoir plein de trucs qui vont accepter ou pas le code. Donc ça, c'est intéressant, ça permet déjà au niveau de la sécurité d'empêcher qu'un développeur, pourquoi pas, en profite pour aller mettre des trucs un peu louches dans le code, mais c'est pas vraiment ça aussi le but. Le but, c'est aussi que d'avoir une revue par les pairs, hein, comme on appelle ça, et on va dire par exemple, bah là, le nom de ta fonction, il est pas terrible, on comprend pas ce qu'il y avait à faire, ou ici, attention, tu as mal géré telle erreur, ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc ça permet déjà d'un premier niveau de qualité. Alors après ça c'est une chose. Maintenant, très souvent dans les projets, il y a ce qu'on appelle de l'UX. Alors c'est quoi l'UX? C'est User Experience. En gros, ça va être toute la partie visible. Quand vous utilisez un site internet, vous voyez bien que vous avez des images, vous avez des pages, vous avez un style, des couleurs, et tout ça. Donc il y a déjà ça. Il y a ce qu'on appelle les parcours clients. C'est en gros, quand vous arrivez la première fois sur la page, comment on va vous guider pour créer votre compte, vous poser des questions s'il y a besoin, voilà, toutes ces choses-là. Et ça, donc, c'est généralement des gens qui sont spécialistes de ça, et c'est aussi vrai pour les apps, hein, quand vous allez faire une app sur Android ou iOS, c'est pareil, il y a tout ce côté graphique, on va dire, la gueule des écrans, des icônes et tout ça. Donc ça va être le rôle de ces UX, hein, de définir les parcours, la charte graphique, voilà, généralement... On dit, tiens, pour l'instant, la mode est au vert, au bleu, au rouge. Définir les termes, c'est très important. Si à un moment, je sais pas, des fois on parle de transistor d'un côté et puis de composants de l'autre, ça peut éventuellement être pas clair. Donc, ils vont voir ça, ils vont définir l'ergonomie, c'est-à-dire, est-ce que c'est pratique à utiliser, est-ce que c'est logique. Alors souvent, même, il y a des tests qui sont faits sur des fausses applications prototypes où on demande à des utilisateurs, par exemple, de faire semblant un petit peu d'utiliser, puis on regarde leur réaction. C'est des gens qu'on paye, par exemple, et qui vont dire, attends, là, je comprends pas. On leur dit sur quoi vous allez cliquer pour créer un truc, puis ils comprennent pas. Enfin, voilà, il y a tout ce travail-là, définir les écrans, et bien sûr, pour la partie qui est purement un peu artistique, les icônes, les images, il y a ça. Mais après, ça va dépendre des applis. Dans les jeux, ça va bien plus loin que ça, parce que dans les jeux, il y
Par exemple, il y a des gens qui vont faire les scénarios, difficultés et tout ça. Enfin, encore une fois, là, je vous dis, c'est un exemple. Voilà. Et vous voyez dans les rôles, donc maintenant, vous voyez, il y a déjà pas mal de rôles et on n'est toujours pas arrivé au... Non, comme on l'a dit, si votre application, ce qui est souvent le cas, est sur Internet, ça veut dire que à un moment donné, il faut les mettre à jour, les serveurs. C'est pas le tout de faire le code. Entre le fait de faire le code et le fait qu'il y ait un serveur qui tourne, une base de données qui fonctionne, c'est pas le tout. Et là, il y a une autre type d'activité qu'on appelle souvent, alors ça peut s'appeler, on appelle ça DevOps maintenant souvent. Et le rôle du DevOps, c'est quoi? C'est justement de gérer toutes ces infrastructures, tous ces systèmes. Et alors, généralement, on commence par créer plusieurs environnements. Un environnement, en fait, c'est des sortes d'images. On a un environnement de développement, ça permet aux développeurs de travailler. Mais là, ça n'a pas d'impact pour les clients. Si ça plante, ça plante, et puis on regarde pourquoi. Il y a un environnement QA, on va voir tout à l'heure, ça va permettre de faire des tests. Il y a un environnement éventuellement de pré-prod. Le pré-prod, c'est l'image de la prod. C'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose qui est le plus proche possible de ce qui est en production, de telle façon que, voilà, si par exemple on doit faire une mise à jour d'un composant ou d'un truc, on peut faire ça sur la pré-prod, et vu que c'est très proche de la prod, on peut dire que normalement, si c'est bien passé en pré-prod, ça doit bien passer en prod. Enfin, voilà. Et bien sûr, l'environnement de production, qui est celui qu'il faut bien sûr, faire très attention, parce que c'est celui que les gens utilisent. Et donc, si ça plante, ça plante tous les clients, ce qui est bien sûr pas le but. Donc, il y a la création de ces environnements, il y a comment on les déploie et comment on déploie le code. Là, c'est une partie qu'on appelle l'ALM, Application Life Management, qui fait que voilà, quand un développeur justement a fait du nouveau code, on va le déployer sur ces environnements de façon à pouvoir le tester, ainsi de suite. Il faut bien sûr les monitorer, c'est-à-dire il faut qu'on sache est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y a ce qu'on appelle l'ulog, c'est en fait des historiques, c'est très intéressant de savoir si à un moment donné il y a quelque chose qui a planté, on peut regarder dans ce log, en fait c'est un historique de ce qui s'est passé. On voit que il y a Joe qui a fait telle action et c'est juste après que ça a planté. Et ça peut permettre bien sûr de connaître la cause de l'erreur et de la corriger. Il y a des systèmes par exemple qu'on appelle souvent CI/CD maintenant, c'est-à-dire Continuous Integration, Continuous Delivery. C'est-à-dire que l'idée, contrairement à avant, où sur les applications, dans le temps, on faisait des versions, où voilà, on fait, je sais pas, une version tous les ans, tous les 6 mois. Là, souvent, on essaye sur les trucs Internet, de faire plutôt, déjà, faire que tous les changements qui sont faits par les développeurs, au moins sur les environnements de test et tout, ils arrivent quasiment automatiquement, et éventuellement même de le déployer assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, et si vous regardez bien, la majorité des sites que vous utilisez, il n'y a plus de version maintenant. Ils se mettent à jour petit à petit, au fur et à mesure des évolutions. Et alors, par exemple, des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des stores. Par exemple, si vous faites des applis Android ou iOS, vous allez aller sur ces plateformes qui sont gérées par Android ou par Apple, de façon à rendre disponibles vos applications. Et là, voilà, faut faire le descriptif, patati, puis il y a des contrôles, des choses à faire. Enfin voilà, donc ça va être le rôle du DevOps. Après, bien sûr, il faut faire des tests. Oui, si on déploie quelque chose, avant de le mettre à disposition. Et là, on va avoir un nouveau rôle qu'on appelle les Quality Analysts, ce qu'on appelle le QA, qui là va consister en gros à faire des tests. Alors il y a plusieurs sortes de tests, les tests unitaires, alors ceux-là des fois sont faits plutôt par les développeurs, qui sont en gros de tester, l'idée c'est que c'est un peu comme en électronique, on va déjà tester la résistance toute seule, en disant que si la résistance marche pas, le reste marchera pas. Donc les tests unitaires testent en fait des toutes petites parties du logiciel. Par exemple, si je fais une nouvelle fonction qui fait, je sais pas moi, une addition, je teste que cette fonction-là, avec des techniques, voilà, des scénarios de test où je vais tester qu'elle marche bien, tous les cas un peu spéciaux, est-ce que si j'additionne avec 0 ça marche, avec des chiffres négatifs ça marche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les tests unitaires qui souvent se lancent de façon automatique. Les tests de non-régression, ça c'est pour vérifier que les changements qu'on fait n'ont pas foutu le bordel dans ce qui marche déjà. C'est ça la non-régression. C'est-à-dire que des fois, vous avez tous vu des applications, il y a une nouvelle version, mais maintenant, des trucs qui marchaient avant ne marchent plus. Ça, c'est pas normal, à moins qu'on l'ait prévu. Mais si c'est censé marcher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la non-régression. L'intégration, contrairement un petit peu au test unitaire, là c'est tester le tout. Il y a des tests de charge et de performance. C'est-à-dire si
Mon système est censé gérer 3000 clients, bah, est-ce qu'il va tenir 3000 clients qui se connectent en même temps ou il va s'écrouler? De la performance, bah, voilà, quand je clique, quand j'enregistre quelque chose, c'est censé répondre dans un certain délai. Si le fait de me connecter, je dois attendre 3 plombes, c'est pas terrible. Donc il y a ça. Les tests de résilience, ça c'est par exemple le fait de dire s'il y a certaines parties de mon appli qui fonctionnent pas, est-ce qu'elle s'écroule complètement ou elle va marcher dans un mode dégradé ou, enfin voilà. Bon, il y a d'autres sortes de tests. Sachant que le plus possible, on cherche à automatiser ces tests, ce qui permet à chaque nouvelle version justement de les rejouer de façon automatique. Si on fait des tests manuels, ça veut dire que dès qu'on fait un changement, en théorie, il faut que les testeurs refassent les tests manuellement, et ça coûte aussi très cher. Donc maintenant, on cherche au maximum à les automatiser. Enfin, tout ça, c'est le rôle QA. Et toujours aussi la sécurité. La sécurité, déjà, c'est les dépendances. Comme j'ai dit, maintenant, quand on développe un site internet ou un truc comme ça, on va utiliser énormément de composants externes, de choses pas développés par nous. En fait, c'est des composants qu'on utilise, comme en électronique, on utilise des transistors et des trucs comme ça. Et si ces dépendances, à un moment donné, ont des failles de sécurité, il faut se mettre à jour, parce qu'elles sont corrigées. Il y a ce qu'on appelle l'analyse statique. Donc ça, c'est des systèmes automatiques qui vont automatiquement analyser le code et détecter des anomalies, des choses qui sont bizarres. Par exemple, normalement, dans le code, on ne met pas ce qu'on appelle le secret. C'est-à-dire que le code secret qui me permet de me connecter, je crois, à Google, il ne doit pas être dans le code. Il doit être en dehors de ça et stocké dans un endroit sécurisé. Donc ça, l'analyse statique peut trouver des choses comme ça. La sécurité, ça évolue tout le temps. Parce que les pirates, ils n'arrêtent jamais. Et donc, on le voit souvent. Il y a un nouveau virus, il y a une nouvelle faille qui a été trouvée. Et donc, quand il y a des nouvelles failles comme ça, on doit toujours en permanence mettre à jour son code. C'est logique, on fait évoluer les défenses en fonction des menaces. Et bien sûr, tout ce qu'on appelle les secrets, justement, les secrets, c'est déjà, par exemple, les mots de passe des utilisateurs, ou du moins leur hash. Maintenant, on ne stocke pas les mots de passe, mais enfin, voilà, quand on va faire ce qu'on appelle les identifications machine to machine, on a des clés d'accès, des choses comme ça, et voilà, il y a des bonnes pratiques à faire pour les stocker, les mettre dans ce qu'on appelle des coffres-forts électroniques et tout ça. Donc voilà, là on voit encore une fois que vous voyez, la liste des rôles s'allonge. Et là, tiens, on est content, on a déjà fait la V1, comme j'ai dit, souvent on va faire plusieurs versions, mais la première fois, Product Manager aura défini qu'est-ce qu'il faut mettre un minimum dans ma première version pour que les gens puissent l'utiliser. Donc là, bien sûr, faut le faire savoir. Donc là, on va avoir aussi bien sûr tout ce qui va être le marketing, c'est-à-dire en gros, il va falloir que je la fasse connaître, ma nouvelle application. Donc là, on va utiliser de la pub, des influenceurs, des réseaux sociaux, voilà, tous ces systèmes-là. Et en plus, surtout dans les applis ou dans les sites web, on met énormément de trackers commerciaux, des trackers d'analyse d'usage qui vont permettre de savoir quelles sont les fonctions les plus utilisées, qui l'utilise et quand. Alors ça peut être des fois anonyme ou pas, ça dépend. Et tout ça, ça va donner un lot de données qui va être traité par une autre sorte de métier qu'on appelle les data scientists, qui vont, à partir de ces données-là, faire des stats, des usages. Par exemple, on va voir, tiens, il n'y a que 2% des gens qui utilisent cette fonctionnalité, ou la majorité, quand ils commencent à l'utiliser, ils n'y arrivent pas, ils abandonnent, et ça permet aussi d'améliorer le produit. Et surtout maintenant, avec l'AI, tout ça, ça donne plein de données. Et les data scientists, c'est aussi ceux qui prennent ces données de façon à les mettre en œuvre, à les préparer pour les donner en pâture à des intelligences artificielles ou des choses comme ça. Généralement, avant la mise en prod, on fait ce qu'on appelle un pen test au niveau de la sécurité. Et souvent, on le fait faire par des sociétés externes, c'est une sorte d'audit, où ces gens-là vont faire des tests pour vérifier que la sécurité est bonne. Alors, il y a plusieurs sortes de tests, ça s'appelle black box, grey box, white box. C'est-à-dire black box, ça veut dire que le testeur ne connaît rien de votre appli, il n'a pas plus d'infos qu'un utilisateur normal, et il va essayer toutes les astuces qu'il connaît pour faire planter votre système ou le forcer pour accéder aux données. Greybox, il a un peu de connaissances. Whitebox, par exemple, il a accès aux sources, c'est tout. Donc, chacun a des avantages et des inconvénients, mais voilà, généralement, on fait ça, et ce pentest, généralement, fait un rapport dans lequel il peut y avoir des trucs qui sont bloquants. C'est-à-dire, là, vraiment, il y a la méga faille de sécurité
qui doivent vraiment être corrigés, ou des trucs qui sont, bon, c'est pas très grave, maintenant il faudrait quand même le corriger. Voilà. Quand on va faire un produit comme ça, généralement, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la hotline. C'est-à-dire, en gros, si les clients ont des problèmes, surtout si votre offre est payante, bah, comment on fait pour le débloquer, comment on répond aux questions. Donc là, il va y avoir ce qu'on appelle un service client, un customer service en anglais, qui va faire de la hotline, de l'aide en ligne, ou là j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave, qui va éventuellement faire de la doc et tout ça. Donc il y a aussi toute cette partie-là. Et bien sûr, une fois que c'est en prod, le DevOps, généralement, doit aussi surveiller la prod. Et là, il peut arriver plein de choses. C'est bien qu'on ait fait des tests et des choses comme ça. La prod, on la surveille comme le lait sur le feu. Et qu'est-ce qui peut arriver? Il peut toujours y avoir des pannes, des défaillances, parce que voilà, votre truc il est sur Azure et Microsoft ils ont un problème, il y a un truc. Il y a éventuellement des attaques, justement, des attaques de hackers, comme des attaques qu'on appelle des DDoS, c'est-à-dire déni de service. Par exemple, en gros, c'est des hackers qui ont piraté, par exemple, des caméras, des trucs comme ça, pour surcharger le service, pour le faire tomber. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là. Il peut y avoir des fois des lenteurs qu'on n'avait pas prévues. Pourquoi? Parce que justement, on s'aperçoit que quand il y en a plusieurs qui travaillent sur le même truc, il y a des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle des effets de seuil, et surtout non prévus. Alors ça arrive très souvent. C'est-à-dire en fait que... C'est quoi qu'on appelle l'effet de seuil? C'est qu'il y a des réponses qui sont pas linéaires. Par exemple, un serveur met... je sais pas moi, 10 millisecondes pour faire un truc, et on s'aperçoit que dès qu'il y a plus de 50 requêtes par seconde, il se met à ne plus répondre de façon linéaire, puis là, chaque requête met une seconde. Et ça, c'est aussi très souvent, quand on utilise des systèmes, dans la doc, il n'y a rien de marqué, où il y a marqué illimité, quand on pose la question, puis on s'aperçoit que dans la réalité, c'est illimité tant qu'on ne dépasse pas 100. C'est un peu comme les forfaits illimités, là, qu'on voit des fois, c'est illimité à 2 gigas, ça m'a toujours fait rire. Enfin, ces trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, il y a le customer service. Des fois, le customer service, des fois, il arrive même qu'on n'ait pas pensé, on voit rien dans les logs, mais il y a des clients qui appellent en disant, ça marche pas, quand je clique, c'est bloqué, ou des choses comme ça. Enfin voilà, donc il y a tout ça ici à faire. Et vous voyez, maintenant qu'on était ici pour faire déjà tout ça, vous voyez là, tous les rôles, et vous voyez, c'est vraiment important. Pour que votre app ou votre site fonctionne, il aura fallu toutes ces professions, enfin tous ces gens qui ont fait tous ces... Donc voilà. Après, bien sûr, pour les versions suivantes du projet, on retrouve un peu tous ces processus, vous avez compris un petit peu. Mais en plus de ça, un software architecte, il a aussi d'autres rôles qu'il doit faire. Donc déjà, répondre aux questions des équipes. L'architecte, c'est pas... c'est pas un mec dans sa tour d'ivoire qui, à un moment donné, a dit c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, il travaille généralement en collaboration avec les équipes. S'il y a des choses qui n'étaient pas prévues, des difficultés, il doit les assister, répondre aux questions. Et éventuellement, des fois, il arrive que on revoit l'architecture parce que on trouve des difficultés qui n'étaient pas prévues, des choses comme ça. Alors, quelque chose qui est très important, c'est d'éviter ce qu'on appelle la dette technique. Alors, la dette technique, elle arrive. Alors déjà, elle arrive des fois, déjà dès le début, il y en a, mais même si en V1, il n'y en avait pas, elle va forcément arriver. Alors c'est quoi ce qu'on appelle la dette technique? La dette technique, c'est des choses qui, on doit faire, qui sont pas liées à des évolutions produits, c'est-à-dire c'est pas des améliorations fonctionnelles, on va dire, mais c'est des choses qu'il faut faire parce que avec le temps, il y a des choses qui changent. Alors, les raisons de la dette technique, souvent, c'est l'évolution, l'obsolescence des dépendances. J'entends par dépendance, justement, toutes les techniques qu'on utilise. Par exemple, il y a eu, il y a quelques temps, un truc qui s'appelle TLS, qui est une couche de sécurité. La première version de TLS était considérée pas sécure, en fait, parce qu'il y a des failles qui ont été trouvées. Et donc, si j'avais dans mon produit, j'utilisais des vieilles versions de TLS, il faut que je les mette à jour de façon à garder mon niveau de sécurité. Il y a aussi des normes qui évoluent, par exemple des formats d'échange, des choses comme ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, des failles de sécurité qui peuvent arriver à tout moment. Bien sûr, des fois, il y a ce qu'on appelle les failles 0D. Une faille 0D, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été trouvé, qui a été publié. Par exemple, en faisant telle manip, je peux faire planter un serveur ou prendre le contrôle de la machine. Et à ce moment-là, il faut des fois aller très vite pour le faire. Et donc, ces dettes techniques, elles vont s'accumuler avec le temps. Et, alors bien sûr, le problème des dettes techniques, c'est que, ça va prendre du temps aux équipes, et les
du temps qui n'est pas utilisé pour faire évoluer le produit. En fait, globalement, pour le client, ça apporte rien. Et ça, les dettes techniques, en théorie, il faut pas en avoir, mais dans toutes les boîtes que je connais, c'est toujours un petit peu une guéguerre, parce que, voilà, si on a une équipe de dev, on dit, là, je vais passer 2 semaines à faire de la dette technique, pendant ce temps-là, je veux dire, voilà, ça bloque l'évolution. Donc les gens du marketing et tout, ils vont dire, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, il faut à tout prix qu'on sorte la fonctionnalité, machin. Donc voilà, c'est toujours un petit peu une négo par rapport à ça. Et justement, entre autres, ça fait aussi partie des évolutions, des risques. Et dans le rôle de l'architecte, il y a justement le fait d'exposer à des gens qui ne sont pas techniciens les risques, et de façon à ce qu'ils puissent décider. Généralement, c'est pas l'architecte qui va dire il faut faire ou il faut pas faire ça, mais c'est à lui d'expliquer le risque et de dire voilà, si on le fait pas, voilà ce qu'on risque. Plus on attend, plus on risque de faire ça et tout. Et donc la dette technique, en même temps, généralement, c'est un petit peu comme toutes les merdes sous les tapis. Plus on attend, pire c'est. Et c'est pareil, si on n'est pas toujours à jour avec ses dépendances, quelque chose qu'on appelle parfois la politique des petits pas. C'est-à-dire que si vous utilisez un logiciel, par exemple, soit à chaque fois qu'il y a une mise à jour, vous mettez à jour, c'est-à-dire en fait, vous suivez petit à petit les mises à jour, ou vous dites rien à foutre, vous gardez votre vieille version jusqu'au moment où elle pourra plus fonctionner pour X raisons. Mais là, le problème, c'est que vous passerez directement de la version 1 à la version 10, et souvent, là, ça sera beaucoup plus douloureux, parce que, vous n'aurez pas forcément les mises à jour, vous allez perdre des données ou des choses comme ça. Donc voilà, le rôle de l'architecte, ça va être d'anticiper ça et de l'expliquer de façon à ce que les dirigeants puissent prendre les bonnes décisions. Il faut bien sûr faire de la veille technologique. Voilà, je veux dire, on est dans un monde qui évolue très très vite, et donc c'est une grosse partie du travail d'un architecte, c'est de se tenir au courant des nouveautés, des évolutions, de façon à se dire tiens voilà, maintenant il est possible de faire ça, maintenant il y a un nouveau système qui coûte beaucoup moins cher pour faire ça. Et donc, il peut justement déjà l'anticiper pour des futures créations, mais éventuellement faire des modifications. Et c'est là qu'il peut aussi être force de proposition auprès du product manager pour dire tiens, il y a un nouveau stockage qui coûte pas cher, tiens, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui est disponible et ça pourrait donner des nouvelles fonctionnalités au produit, des choses comme ça. Donc ça, c'est un rôle très important de l'architecte. Et il y a aussi un rôle qu'on appelle, souvent les Anglais appellent ça évangéliste. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça va être, par exemple, c'est justement s'il y a des nouvelles techniques, s'il y a une nouvelle architecture, de l'expliquer. Alors, et éventuellement, donc, à des gens qui ne sont pas forcément techniques, ou à des gens qui sont techniques, et aussi en interne ou en externe. C'est-à-dire en interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, mais éventuellement en externe. Par exemple, si on expose des API, ou on a des partenaires, pouvoir dire, voilà, grâce à un nouveau système, machin, truc bidule, on peut faire des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi un rôle très important de l'architecte. Alors, comment on devient software architecte? Alors ça, c'est... Alors déjà, tout à l'heure, j'ai dit aussi senior software. Alors senior, en gros, c'est un terme qui veut dire qu'on a de la bouteille, en fait. Quand on rajoute senior devant un titre, généralement, ça prouve que on a une certaine expérience, en fait. On retrouve ça dans certains trucs, junior, senior. Et donc, en fait, quand moi j'ai fait mes études et tout, ça n'existait pas vraiment cette notion de software architecte. On était informaticien, quoi. Souvent, c'est venu, et dans bien des cas, avant de devenir architecte, on est développeur, après on est lead dev, et on est des développeurs où, en plus d'avoir développé des choses, on a conçu des systèmes, des solutions. Donc, généralement, voilà, c'est au bout d'un certain nombre d'expériences. Moi, par exemple, sur Mac, j'ai fait un certain nombre de frameworks. J'ai fait en différents langages, en Pascal, puis en C, puis en C++. Enfin voilà. Maintenant, ça a un petit peu évolué, ça. Je veux dire, maintenant, il y a des écoles qui forment déjà. Alors, on peut être développeur, on peut être spécialisé dans certaines choses. J'ai vu qu'il y avait des cursus où on peut déjà, je veux dire, avoir des formations de base pour être architecte. Maintenant, souvent, ça suffit pas. Enfin, je veux dire. Il faut quand même avoir de l'expérience. Ce qu'on peut dire, c'est que si, pour être architecte, software architecte, voilà, je vous ai listé ici, on va aller voir un petit peu toutes les qualités ou les connaissances qu'il faut avoir. Bon, déjà, avoir voilà une très bonne connaissance des techniques de base de l'informatique, de l'algorithmique, de tous ces trucs-là, ça c'est obligatoire, ça se discute pas. En plus, même si c'est
pas forcément obligatoire, c'est quand même mieux. Généralement, comme j'ai dit, les architectes, c'est bon, ils étaient avant tout des développeurs, et donc d'avoir plusieurs années d'expérience dans le développement, en utilisant un ou même si possible plusieurs langages, c'est important. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'assembleurs, j'ai fait beaucoup de basiques au tout début, après j'ai fait du Pascal, après j'ai fait du C, du C++, du JavaScript, du C#, enfin voilà, on n'est pas obligé non plus de connaître tous les langages, mais je veux dire, ça donne quand même un éventail. Il faut bien sûr avoir une connaissance, au moins dans son domaine d'application, voilà, des outils, voilà, qu'est-ce qui existe, des environnements de développement, des ressources au sens large qui sont disponibles pour les applications. Alors c'est pareil, maintenant, je veux dire, l'informatique c'est un peu comme la médecine. Je veux dire, soit on est généraliste, c'est-à-dire que bon, on connaît un peu tout, mais on n'est pas spécialisé. Mais le plus souvent, maintenant, un architecte, il va aussi avoir de l'expérience plutôt dans un domaine. Personnellement, moi, dans toute ma carrière, j'ai fait la partie technique, mais des frameworks, des systèmes qui sont faits pour faire de la gestion, compta, paye, facturation, des choses comme ça, parce que voilà, la société qui m'emploie fait ça. Alors moi, même si dans le temps j'ai écrit des programmes de compta ou surtout de GESCOM ou de paye, maintenant je suis quand même plus spécialisé dans les couches techniques et je ne fais pas la partie, je veux dire, applicative. Enfin voilà, donc généralement on va être spécialisé. C'est évident que si par exemple je voulais être architecte dans le domaine des jeux, et là je manque quand même pas mal d'expérience, j'ai les connaissances de base, mais dans les jeux il y a des techniques d'animation 3D, il y a des tas de trucs qui sont quand même spécifiques à ce domaine-là. Si je voulais faire une application graphique ou autre. C'est pour ça que généralement on est un peu spécialisé, comme dans l'électronique. Maintenant on peut pas tout connaître, donc soit on est spécialisé dans la logique, dans la HF, dans l'audio ou des choses comme ça. Il faut bien sûr savoir communiquer et partager ses connaissances. Ça c'est vraiment important. Surtout moi par exemple dans le jour où je vais partir à la retraite, j'essaye au maximum de passer le relais, on va dire. Il faut bien sûr savoir travailler en équipe. Et alors ça c'est aussi important, c'est respecter le domaine de compétences et savoir déléguer. Mais respecter et faire respecter, c'est-à-dire que, enfin ça c'est vrai, c'est pas propre au software architecte. Je veux dire, quand on travaille dans une société comme ça, on a un certain rôle et des fois on a tendance, à tort généralement, à vouloir avoir un peu un avis sur tout. Par exemple, je l'ai montré, il y a le rôle de l'UX, c'est leur boulot de définir les écrans et tout ça. Moi je suis architecte. Donc je peux avoir un avis sur le fait de dire cette image, je la trouve belle ou je la trouve pas belle. Mais je veux dire, c'est pas à moi de décider ça. Je veux dire, l'ergonomie, voilà, il y a des graphistes. Je veux dire, ils sont censés me faire confiance pour ce qui est de la part de mon travail, mais à moi de leur faire confiance pour ce qui est du leur. Donc voilà, ça c'est vraiment important de dire que chacun, je veux dire, respecte son domaine d'application. Par contre, de sens. Avec des fois, la frontière entre un lead dev, par exemple, et un architecte, des fois, elle est pas très facile à trouver, et ça peut des fois faire des frictions. Après, voilà, si chacun y met de la bonne volonté, ça se passe bien. Alors, il faut bien sûr avoir un esprit ouvert, alors ça, c'est vrai pour tout, mais voilà, il faut éviter d'avoir des dogmes, il faut être agnostique et être factuel. Ce que j'entends par des dogmes, c'est par exemple, les gens qui vont dire, il n'y a que l'open source. Voilà, c'est-à-dire que n'importe quelle solution, si c'est pas open source, c'est non par défaut. Ou oui, c'est ça des dogmes. Ou le mec qui dit, moi j'utilise que la technologie, ça, ou tel langage, ou tel truc. Ça, je pense qu'en fait, en faisant ça, généralement, on se ferme beaucoup, surtout que les choses évoluent. Personnellement, je pense que dans toute chose, c'est bien justement d'être agnostique, c'est-à-dire, moi, si par exemple, à un moment donné, j'ai des choix à faire, j'essaye d'être le plus factuel possible, de peser le pour et le contre. Mais voilà, par exemple, Azure ou AWS, mon choix, il va dépendre. Peut-être qu'un jour, ça va être Azure, peut-être ça peut être l'autre. Tout va dépendre de ce que je vais mettre dans la balance. Et ça, c'est vraiment, je pense, si on veut bien faire ce travail, quelque chose d'important. Après, faut bien sûr être à l'écoute. Ça, c'est comme pour tout le monde. Je veux dire, personne n'est parfait et on peut avoir fait des erreurs. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant. C'est toujours gênant de faire des erreurs, mais je veux dire, c'est voir comme des opportunités pour dire, ah bah oui, là, je me suis trompé. C'est ça aussi, quelque part, qu'on appelle l'expérience, c'est d'apprendre de ses erreurs. Alors, il faut aussi être réaliste et pragmatique. Il arrive, comme dans tout travail, on a des fois la version idéalisée. Par exemple, on va dire, voilà, au niveau de la dette technique, je vise 0, je veux respecter à tout prix la norme, le machin.
Donc ça, c'est bien. Comme je dis, il faut viser le parfait, mais d'un autre côté, il faut être réaliste. On a des ressources limitées, on a du temps, et si on veut tout faire bien, on n'a pas forcément les moyens. Donc, c'est toujours pareil. Il faut savoir des fois négocier. Alors c'est des fois pas toujours facile, mais voilà, d'être pragmatique, ça veut dire voilà, il y a la théorie puis il y a la pratique. Et voilà, on n'a pas forcément les moyens de respecter à fond la théorie. De temps en temps, il faut quand même toujours avoir conscience des réalités euh, du marché, des réalités des choses. Alors, dans certains cas, il y a enfin, on connaît pas mal, il y a des architectes qui ont en plus un rôle de manager. C'est-à-dire que management, c'est-à-dire qu'ils vont aussi être managers d'un certain nombre de personnes, d'équipes. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas très souhaitable de faire ça. D'abord parce que ça peut mettre les gens dans un rôle de juge et partie, ce qui est à mon avis pas terrible. Normalement, quand on est un leader ou un architecte, on doit convaincre par rapport à des faits. Si on utilise ce qu'on appelle les arguments d'autorité en disant c'est comme ça parce que c'est moi le chef, généralement c'est pas, enfin, je veux dire, ça convainc personne et puis c'est pas très bon. Maintenant, voilà, ça peut dépendre des cas. C'est aussi lié des fois au fait que dans certaines entreprises, même si c'est des choses qui changent et c'est bien que ça change, l'évolution ne se faisait que par ça. C'est-à-dire, par exemple, mon père, dans la boîte où il était ingénieur, mais à un moment donné, il a quitté la technique pour être management. C'était l'évolution normale de la carrière. S'il refusait ça, il était bloqué. Et ça, c'est un petit peu débile, parce qu'en faisant ça, d'abord, on fait passer des gens qui étaient bons techniquement, c'est pas pour ça qu'ils seront bons managers, et puis en même temps, on se prive des fois de ressources. Enfin, ça a pas mal évolué dans les sociétés, et voilà, c'est pas, on peut évoluer, par exemple, en restant architecte, sans forcément avoir un rôle de manager. Dans certains cas aussi, comme j'ai dit, la frontière développeur, il y a des lead devs qui deviennent architectes, mais ils continuent à être opérationnels. Alors ça, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais enfin, soit c'est clairement défini dans le poste, c'est-à-dire qu'on est à la fois dev et architecte, mais sinon, des fois, ça peut aussi creuser des problèmes. Puis en même temps, c'est pas la même compétence. Regardez, l'architecte d'un immeuble, c'est pas lui qui va aller poser les parpaings. C'est pas dégradant de poser les parpaings, mais c'est un autre métier. Je veux dire, voilà. Donc, autant le maçon, c'est pas à lui de faire les plans, autant l'architecte, c'est pas à lui de faire ce travail. Et je pense que des fois, il y a aussi justement des problèmes dans certains cas, à mesure où l'architecte, voilà, il faut qu'il fasse son travail d'architecte et qu'on voit c'est déjà un sacré taf. C'est pas forcément bon que mettre les mains dans le cambouis, même s'il sait le faire. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on doit le faire. C'est bien sûr différent. Alors bien sûr, en même temps, des tas de fois, ça arrive très souvent, on devient architecte de solutions dont on hérite. Par exemple, moi actuellement dans la société, je suis l'architecte attitré entre guillemets de solutions qui n'ont pas du tout été créées ou développées par moi parce que les gens qui sont partis, il y a eu des changements, des réorganisations, des trucs comme ça. Et ça, bien sûr, c'est un autre travail parce que ça nécessite bien sûr de les analyser, de s'y adapter. Souvent, on les connaît moins bien que des solutions qu'on a soi-même, je veux dire, mis au point ou conçues. Mais voilà, on retrouve quand même les grands principes et c'est bien sûr quelque chose qui est très important. Maintenant qu'on est développeur ou enfin on arrive dans une société, on reprend souvent des projets qui sont déjà existants. Bien sûr, pour finir, comme je l'ai dit, maîtriser l'anglais technique, c'est même pas une option, quoi. Moi, pour info, en plus, moi, il se trouve, je travaille dans une multinationale, je fais 80% largement de mes réunions, de mon travail en anglais. Mais même si on travaille dans une société française, comme je l'ai dit, les docs et tout ça, c'est forcément en anglais, et donc voilà. On n'est pas obligé de parler l'anglais académique Shakespeare dans le texte, mais l'anglais technique, c'est indispensable. Donc voilà, en gros, hein, alors j'ai sans doute oublié des choses, mais c'est pour moi les qualités qu'il faut avoir, sachant que il y en a plein ici qui sont pas propres à l'architecte, hein, ça s'applique à plein d'autres professions. Alors la conclusion. Alors, bien sûr, dans ce que je vous ai montré, selon la taille de l'entreprise du projet, il y a des rôles qui peuvent être mutualisés. Moi, je connais des petites startups où il y a 2 ou 3 personnes et ils vont faire tout ce travail que je vous ai décrit. Ils sont à 2 à 3 à le faire. Ils sont un petit peu multi-rôles, multi-casquettes. Alors que dans le grand groupe, là, il y a plusieurs personnes par rôle. Par exemple, moi, dans ma société, je fais partie d'une équipe d'architectes, donc je suis pas tout seul. Il y en a tout. Encore une fois, hein, on pourrait en parler. Il y a plein de variations possibles. Mais enfin voilà, ça n'empêche pas que les rôles, généralement, quelle que soit l'application qu'on fasse, les choses que je vous ai montrées, il faut les faire.
Alors, on les fait plus ou moins en profondeur, on les fait plus ou moins de façon importante, mais ça n'empêche pas qu'il faut les faire. Après, que ça soit fait par des personnes différentes ou pas, c'est autre chose. Ce qui est sûr, par contre, et ça, il faut en avoir conscience, c'est que tous les sites, les applications que vous utilisez sur votre smartphone, tous les sites internet, ils sont globalement gérés de cette manière-là. Et comme on veut le voir, ça coûte cher. Ça coûte cher pourquoi? Parce que déjà, tous ces gens, il faut les payer, et ils font pas du travail bénévole. Et en plus, toutes ces infrastructures, ça a un coût. Les bases de données, hébergées, ça a un coût, les serveurs, ça a un coût, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça coûte cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez une solution, il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc là, soit c'est vous qui payez, parce que vous avez pris un abonnement, on vous dit pour utiliser tel truc, c'est 3 € par mois, et puis voilà, enfin... Donc là, généralement, vous savez, parce que c'est le client qui paye, mais il y a des tas de trucs qui sont gratuits. Et en fait, quand c'est gratuit, ça ne veut pas dire que ça coûte pas cher. Ça veut dire que, je vous l'ai mis ici en rouge, c'est toujours le truc, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et comment ce système marche, très souvent, c'est l'utilisation de vos données perso, des pubs ciblées. C'est pas pour rien que maintenant vous avez des tas de sites où, quand vous allez dessus, ils vous demandent d'activer les cookies publicitaires, sinon ils vous disent, vous n'avez pas accès, ou alors vous payez 1 €. Parce que, justement, c'est leur modèle. Si vous utilisez un bloqueur de pub, si vous refusez les cookies, ça veut dire en gros que vous utilisez un service sans le payer. Et si tout le monde fait ça, le service en question, il va forcément disparaître, parce que il faut bien que quelqu'un paye. Donc en gros, je conçois, et moi le premier, ça fait chier des fois de ça, mais faut se poser la question. C'est, moi je me dis, où j'accepte les cookies, où j'accepte de partager mes données, mais en échange, j'ai le site gratuit. Soit j'accepte pas, mais dans ce cas-là, je prends pas le site, quoi. Je veux dire, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas tellement, conscients de ça, alors que c'est quand même... je veux dire, si personne paye, ça n'existe pas les trucs gratuits. Comme je vous l'ai dit, tous ces trucs-là, il faut bien les payer. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir à chaque fois si vous acceptez. Alors, où c'est pas vraiment pas clair, justement, c'est que en fait, dans plein de systèmes, ils veulent être transparents avec le GDPR et tout, mais c'est ce truc de cookies où on pose plein de questions et tout. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On ne sait pas comment sont stockées les données, on ne sait pas surtout à qui réellement c'est vendu. Donc là-dessus, même si, pour moi, ce GDPR qui a été mis en place, c'est de la poudre aux yeux, les cookies, personne n'y comprend rien, donc les gens, ce qu'ils comprennent, c'est que s'ils refusent, ils peuvent pas avoir le truc, donc souvent, ils en ont marre, ils font OK. Et finalement, c'est comme ça. Mais honnêtement, ça sort du cadre de la vidéo, c'est un autre débat. Voilà, posez-vous quand même toujours cette question. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même, dont il faut être conscient. Enfin voilà, ce que j'espère, donc cette vidéo elle est un petit peu longue, plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était éventuellement intéressant pour vous déjà de savoir justement, derrière vos sites, derrière vos applications, tous ces gens qui sont nécessaires pour qu'elles fonctionnent et qu'elles soient disponibles. Et ça vous permet aussi de voir, de voir un petit peu quel est mon travail et à quoi j'occupe mes heures de travail. Et vous voyez, j'ai largement de quoi m'occuper. Bien sûr, que je serai à la retraite, j'aurais plus besoin de faire tout ça, ou du moins je serai juste l'architecte de mes propres applications. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. D'ailleurs, si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça, vous pouvez éventuellement les mettre en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Mais en même temps, je vous rappelle que je ferai le live de février début mars. Donc, samedi 2 mars à 21 h. Si vous voulez, comme d'habitude, échanger avec moi sur ma chaîne ou sur tout thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous connecter. J'y répondrai avec plaisir, sous toujours le contrôle du terrible Nico. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Tu regardes la vie de personnages célèbres. Ah ouais, et alors, là, tu regardes qui? Landru? Ah ouais, qu'est-ce qu'il disait? Landru disait, l'important en amour, c'est de savoir raviver la flamme. On peut voir ça comme ça. Plus que le grand DevOps faille sur vos systèmes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.